Bonjour Manon! Salut Stéphanie! Comment ça va? Très bien, toi? Ça va super bien. En direct de la boîte ce soir. Oui! Hein? Oui, effectivement, au lieu d'être au Morse, Ouais. on a été upgradé. Ouais, On a été upgradé. C'est plus intime parce que c'est vrai que d'habitude, les gens ne l'entendaient pas à la maison, mais il y a de la musique. Oui. Normalement, quand on enregistre au Morse, qui est pas super forte, mais quand même, des fois, ça peut amener l'attention ailleurs. Puis là, ben c'est bien parce mais que là, on est juste les toilettes qui flushent. Fait que on a... Mais vous ne l'entendez pas à la maison, non, c'est la bonne nouvelle. Voilà. Merci au public avec nous ce soir. Merci d'être présent. On fait ça justement pour avoir des gens, faire sortir de la maison, puis vous avez l'exclusivité d'avoir des questions aussi à la fin et de voir les émissions tout de suite parce que les épisodes, dans le fond, sont rediffusés plus tard. Spécialement ce soir, on va faire tirer une paire de billets. Oui, effectivement. Pour le en show plus, pour les gens présents. Fait que si vous aviez déjà votre billet, vous les gagnez, ben tant mieux, vous allez pouvoir inviter des amis puis leur donner un billet. Donc, sur ce, on rappelle l'Unique Podcast. Qu'est-ce que c'est? Un endroit où est-ce qu'on reçoit des gens uniques avec leur histoire, qui sont tous différents, de milieux différents. Le but étant de se réunir, d'être ensemble, de se respecter, de mieux communiquer et de mieux apprendre à vivre ensemble, ce qui est un défi quotidien. Et c'est ce que j'allais dire de tous les jours. Donc, et justement, notre invité ce soir, ça fait partie de ces défis, justement, je pense, de réussir à avoir l'harmonie pour tout le monde dans ce qu'elle doit exécuter au quotidien oui, justement. Donc, ce soir, nous recevons notre invitée. Elle a travaillé pendant 15 ans à la ville de Trois-Rivières dans différents services. Durant toutes ces années, elle s'est impliquée syndicalement afin de faire respecter les droits des travailleurs et s'assurer que tous étaient traités avec équité. Elle a suivi plusieurs formations en santé et sécurité, en droit du travail, en évaluation des emplois, en relations industrielles et en médiation. Depuis 2010, elle est conseillère syndicale dans le secteur municipal où elle peut représenter les travailleurs et travailleuses et améliorer les relations et les conditions de travail. Nous recevons ce soir une passionnée dans son domaine. Accueillons Madame Marie-Claude Lessard. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Marie-Claude, merci d'avoir accepté l'invitation. Écoute, comme je t'ai dit quand je t'ai approchée, j'ai dit avec tout ce qui se passe en ce moment, quoi de mieux que de quelqu'un qui connaît bien la matière pour expliquer des fois aux gens, c'est quoi justement une personne qui est déléguée, représentante syndicale, parce que c'est très polarisé. Mais avant d'embarquer dans le sujet, comme ça, on va y aller avec la question qui tue. Qui es-tu, Marie-Claude? Ben moi, je suis une personne qui est impliquée, qui est engagée. J'ai 6 enfants. Je suis maintenant une grand-mère également. Je dirais, je suis grand-mère 4 fois et 2 fois par adoption. Et puis je suis quelqu'un qui s'implique beaucoup. Je suis quelqu'un d'authentique qui dit les choses comme elles sont et évidemment qui va défendre les travailleurs dans les différents dossiers. Qu'est-ce qui t'a amené à t'impliquer à ce niveau-là? Est-ce que tout petit, t'étais quelqu'un qui combattait les injustices? Toujours. Ou des trucs comme ça? Toujours les injustices, l'iniquité, les gens qui étaient les plus faibles. Quand j'étais à l'école étant jeune, quand je voyais des gens qui se faisaient intimider par leurs différences, souvent c'est ça quand on est à l'école. À ce moment-là, j'intervenais pour aider ces gens-là qui étaient sans défense ou sans moyens de pouvoir se défendre. Ah oui, c'est vrai. Fait qu'à déjà à l'école, là, Ah oui, absolument. Tu montais, là, ouais. Tu montais debout, puis tu disais non, puis tu défendais justement ceux qui avaient peut-être un peu plus de difficulté à se défendre vis-à-vis on dirait, j'ai juste le mot anglais, là, mais le bullying, là, finalement. Les intimidateurs. Ouais, oui. c'est ça, exactement. Puis t'as-tu des exemples concrets de moments, mettons, il y en a sûrement plusieurs, mais tu sais, un que
Tu étais quand même contente d'avoir été là, mettons, parce que ça aurait pu Tout le virer temps, autrement. à un moment donné, il y a une fille qui s'est faite brûler les cheveux par quelqu'un. Donc, j'ai Mais non. intervenu. Il y en a d'autres qui pouvaient tout simplement mettre des gommes sur les chaises des gens. Les gens étaient méchants. C'est sûr qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus d'interventions qui sont faites dans les écoles, mais quand j'étais à l'école, ça arrivait très peu. C'était tout se réglait au racabessic. C'était vraiment ça. Ah oui, après l'école. Oui, là, exactement. ouais. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ce côté-là, je pense que ça a quand même un peu changé Oh au oui, niveau ça des l'a écoles. évolué. Hein. Il y en a encore, mais Ouais. ça l'a quand même beaucoup évolué. Ben là, les réseaux sociaux sont là aussi. Ben fait là, que, c'est ça. Je pense que c'est les ça rendus sort du là. racabessic, C'est là. ça. Oui. C'est que c'est plus finalement là, dans les écoles, c'est que ça s'en va sur les réseaux sociaux parce que de l'intimidation, il y en a quand même beaucoup maintenant. Là. Oui, exactement. OK. Fait que là, ça a commencé là. Après ça, ton envie à l'école, tu t'es dirigé vers... c'était ton premier choix? Qu'est-ce que t'as fait? Ou, Non, en fait, moi, j'ai été dans l'armée pendant quelques années. J'ai étudié en technique policière aussi. Puis, par la suite, j'ai décidé, je suis rentrée travailler à la ville au 911 parce que le métier de policier m'intéressait pas. J'aurais voulu faire des interventions, mais pas arrêter des gens, Ouais. donner des constats. Donc, c'était un peu à l'opposé de ce que je voulais faire. Je suis rentrée au 911. C'était mon premier emploi à la ville. Et puis, là, je pouvais aider les gens sur des interventions. On pouvait intervenir immédiatement parce qu'on était les premiers répondants. Donc, à ce moment-là, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup, mais je voulais m'impliquer davantage au niveau du milieu de travail parce qu'on en vivait encore de l'injustice, de la discrimination, de l'iniquité entre les différents emplois parce que les gens, hommes, femmes, même dans ces années-là, c'était les premières années où on pouvait voir aussi des homosexuels qui rentraient dans un service de police. OK. C'était complètement tabou, là, mais les gens commençaient à le dire. Donc, on voyait comment que les gens étaient perçus. Puis, à ce moment-là, j'ai voulu m'impliquer davantage. Donc là, je me suis impliquée au niveau de mon syndicat, de la section locale, à vouloir défendre justement l'iniquité, l'injustice. Et puis, tranquillement, j'ai suivi des formations et jusqu'à ce qu'à un moment donné, en 2010, je dise, ben là, je veux m'impliquer, mais le faire au niveau vraiment plus grand, puis aller jusqu'au tribunal, puis pouvoir représenter les travailleurs et les travailleuses. OK. Fait que dans le fond, cette envie-là de vouloir s'assurer que tout est équitable, que tout est juste, c'était vraiment présent. Puis est-ce qu'il est arrivé un événement X qui a fait en sorte que ça a pris plus de place ou t'es vraiment né comme ça, tu sais, comme même Non, je avant pense que l'école? c'était vraiment comme ça. Tu sais, des fois, on vit quelque chose qui fait que Non. plus jamais. Non, je peux pas dire que Non. moi j'ai été victime d'injustice nécessairement parce que j'ai eu, est-ce qu'on peut dire la chance, je sais pas, mais d'avoir les moyens de le faire, de pouvoir me défendre. Je suis quelqu'un qui a toujours eu beaucoup de caractère, donc j'ai toujours été capable d'intervenir puis de faire valoir mon point de vue. De m'expliquer, j'ai jamais eu de difficulté non plus à communiquer avec les gens. Donc j'ai pas eu cette difficulté là, mais d'en voir d'autres, même parfois je trouvais ça difficile parce que j'avais de la difficulté étant jeune à comprendre pourquoi qu'ils se laissaient faire, tu sais. Mais finalement, c'était pas ça, mais ça tu le réalises un peu plus tard. Ouais. Puis est-ce que cette force de caractère-là doit être un des critères pour être une bonne déléguée syndicale? Non, je pense pas. Je pense que ça prend quelqu'un qui a des convictions. On n'a pas besoin d'être autant passionné, je vais dire là, mais ça prend quelqu'un qui a des convictions parce qu'on défend des gens. Puis des fois, c'est pas toujours facile dans le sens que la personne, c'est pas nécessairement une bonne personne. Elle peut avoir fait des choses qui ont pas de bon sens, mais de la façon qu'elle a été traitée, c'est quand même inéquitable. Puis c'est pas parce que quelqu'un, par exemple, a commis un vol qu'il a le droit d'être victime de discrimination ou qu'il mérite ça.
Donc, c'est pour ça. Comment on fait justement pour juger ce qui est équitable et ce qui l'est pas dans, mettons, on reprend l'exemple que tu viens de donner. Tu sais, c'est quoi les barèmes qui fait que, OK, ben ça c'est correct, ça c'est jugé acceptable, ça l'est pas. C'est comme, y a-tu des lignes directrices par rapport à ça? Comment c'est Non. évalué, tout ça? Non, en fait, c'est qu'il y a des gens qui suivent aussi des formations qui vont d'abord analyser le dossier, y aller vraiment avec des faits et non pas des oui-dire ou des préjugés. Puis à ce moment-là, ben c'est là qu'on voit si ce qui a été fait, ça c'est juste ou ça l'est pas. Puis les gens vont être représentés indépendamment de la couleur, indépendamment de la race, de son origine ou peu importe là. Mais tu sais, j'ai eu un cas en fait qui date de plus qu'1 an, mais que j'ai plaidé ce printemps là. C'était une personne qui avait un handicap mental puis qui avait été traitée de façon complètement inacceptable là. Puis cette personne-là avait aucun moyen de défense. Fait que c'est valorisant de défendre ces gens-là, de pouvoir les représenter puis de pouvoir venir dire que ces genres de choses qui sont pas acceptables puis qui se tolèrent pas. Donc, c'est y a-tu des fois où ça t'est arrivé de dire, peut-être que je me suis trompée. C'est peut-être que j'ai défendu cette personne-là puis j'aurais pas dû. Non. C'est jamais arrivé? Non. Il n'y a jamais aucun cas où est-ce que tu as dit, ah non, là, ils nous ont eu, mettons. Ils nous ont monté un bateau. Non. Ce qui va arriver des fois, c'est qu'on va pas avoir l'histoire au complet. Ouais, c'est ça. Mais ce qu'on dit dans ce temps-là aux travailleurs, c'est que si on l'a pas là, ça va sortir à un moment donné. Puis à ce moment-là, on n'est pas responsable de ce qui va se passer. Donc, on incite toujours les gens à dire la vérité. Puis de cette façon-là, t'as pas de surprise. Puis non plus, c'est que quand tu dis la vérité, tu vas toujours avoir la même version. Ça change pas. Donc, ça aussi, ça a un impact au moment où tu passes au tribunal. OK. Puis le cas le plus difficile, le cas le plus difficile que tu dirais à date dans ta carrière que tu as eu à aller défendre, mettons, devant les tribunaux, c'est-tu des trucs qui se règlent rapidement, que c'est très long? Puis, ce serait quoi le cas, sans dévoiler de nom ou d'entreprise ou quoi que ce soit, mais que le cas, comme j'ai parlé, que j'ai plaidé ce printemps, on a eu quand même 3 jours d'audience. Puis de toute façon, les décisions sont publiques, là. Fait que c'est pas au tribunal du travail, que ça soit là ou même si vous allez à la cour criminelle ou civile, toutes les décisions sont en ligne, là. Fait que vous pouvez les avoir. Mais ça a été difficile parce que moi, j'ai élevé un enfant qui a une déficience aussi. Qui est Asperger, qui est une forme d'autiste. Fait que moi, ça venait me chercher personnellement ce cas-là, de voir comment un employeur qui est une ville, parce que moi présentement, je représente des employés dans le secteur municipal, donc dans des villes, de voir qu'un employeur qui est dans une ville peut agir de cette façon-là dans les années d'aujourd'hui, c'est comme épouvantable, là. Puis ce que je trouvais encore plus dur, c'est que ça va plus loin que ça. C'est que là, on découvre, je dis tout le temps, la pointe de l'iceberg. Tu sais, moi, j'ai découvert que cet enfant-là travaillait avec l'aide d'un organisme qui s'appelle CEMO, qui va aider à faire l'insertion des personnes qui ont un handicap dans un milieu de travail, mais qu'eux autres acceptent qu'ils soient sous-payés pour qu'ils puissent travailler parce que sinon, ils travaillent pas. Donc, de voir toutes ces choses l'organisme accepte ça. Oui. Fait qu'ils sont fautifs, eux autres aussi. Oui, exactement. Fait que, tu sais, pis là, c'est là qu'on découvre. Moi, quand j'ai plaidé ce dossier-là, par la suite, j'ai fait des recherches dans les autres villes que je représentais pour me rendre compte que dans d'autres villes, on avait aussi des personnes qui avaient un handicap qui travaillaient comme ça, qui étaient sous-payées, mais ils n'étaient pas syndiqués.
Donc, fait que là, moi, ça m'a permis aussi de découvrir d'autres choses, puis de faire la lumière là-dessus, puis il y a même eu des articles de journaux dans le Journal de Montréal, dans la presse, ce printemps, qui dénonçaient ce genre de situation-là, puis de voir que chez plein d'employeurs, ces gens-là ne sont pas représentés. Fait que là, à ce moment-là, tu fais comme ça n'a pas de bon sens, là. Il faut le dénoncer, il faut intervenir, puis même on a de la formation à faire auprès des collègues qui travaillent avec eux autres. Là, oui, beaucoup. Ça, je te confirme parce que moi, je l'ai fait. J'ai été personne ressource en étant RH pour une personne Asperger. On avait des rencontres régulièrement. Moi, j'étais en contact avec ce travailleur social justement pour garder le lien d'emploi, puis ça se passe bien avec les collègues aussi. Mm-hmm. Fait que non, c'est ça. C'est en fait, l'employeur doit être conscient aussi dans un cas où il embauche une personne comme ça qu'il va avoir probablement un suivi à faire et d'avoir un bon climat de travail. Parce que ça peut très 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 bien aller si on est conscient de comment ça se passe avec cette personne-là. Mais qu'est-ce que justement vous avez pu faire pour aider la personne que tu dis qu'on est allé au tribunal? On a fait des interventions avec l'organisme, puis à ce moment-là, quand la personne est revenue au travail, on a fait vraiment un plan d'intervention. C'est un peu comme à l'école, là, les gens qui ont besoin. Puis essayer de donner de la formation justement aux collègues de travail. Pour que ces gens-là, pour que lui ne fasse plus rire de lui, qu'il soit accepté, puis qu'on vienne lui donner les outils nécessaires. Parce que c'est ça. Puis moi, je dis tout le temps à l'employeur, on est des partenaires. On n'est pas en confrontation. Le syndicat, c'est plus dans les années 70. Là, ça a évolué. Fait que comment on doit fonctionner, c'est vraiment de travailler en partenariat pour que tout se passe bien, que le travail soit bien fait. Puis autant chez des gens qui ont difficulté que d'autres qui en ont pas, là, c'est pour tout le monde. Puis on a intérêt parce que les gens, moi, je suis de passage, je vais être là, je vais améliorer les relations de travail, je vais négocier les conditions de travail, je représente les travailleurs, mais moi, je dis tout le temps, les gens sont condamnés à travailler ensemble après. Fait qu'il faut qu'ils soient capables de se regarder, puis de se dire les choses, puis de dire, ben écoute, ça fonctionne pas, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est pas juste de dire non, c'est maintenant, on peut faire quoi pour améliorer? C'est ça, c'est de communiquer ensemble, mais tu dirais-tu qu'en 2025, le syndicat a encore sa place? Est-ce que tu penses qu'il est encore important? Absolument. Absolument. Puis, tu sais, s'il y en aurait pas eu d'injustice jamais, là, on n'existerait pas, là. Moi, je travaille pour le syndicat canadien de la fonction publique. On est le plus grand syndicat au Canada. Puis, cette année, on a dépassé le 800 000 membres. C'est énorme, là. Quand je suis rentrée en 2010, on était à peine 600 000, là. Tu sais, fait qu'on on va en chercher de plus en plus parce que c'est de plus en plus difficile aussi de maintenir les gens en emploi. Quelqu'un qui va rentrer chez un employeur puis qui va rester là 25 ans, les 25 prochaines années, on verra plus ça, là. Fait que pour nous, on est un acteur de changement, un acteur dans la société aussi. Puis quand on va travailler avec un employeur, c'est aussi de l'aider à trouver des façons de garder les gens chez eux. Tu sais, c'est plus rien que le salaire, là. C'est la rétention aussi. Oui. Puis qu'est-ce qui peut amener les gens à vouloir venir travailler chez toi puis à vouloir rester, là? Donc, on est vraiment des partenaires, là. Donc, oui, c'est vraiment important. On a aussi un rôle social parce que on va travailler beaucoup à faire bouger les politiques. Tu sais, on voit beaucoup ce qui se passe avec la CAQ ces temps-ci, puis tu sais, qui veulent empêcher, dans le fond, les gens d'avoir une cotisation syndicale obligatoire, mais qu'il y en ait une partie qui soit facultative, parce que cet argent-là va, mettons, pour aller débattre sur des causes sociales ou au niveau politique, là. Sauf que aujourd'hui, ce qui fait qu'on a la RAMQ, ce qui fait qu'on a un congé de maternité, un congé parental, qu'on a des lois minimales du travail, c'est parce que les syndicats se sont battus pour ça. Puis moi, je continue à me battre pour les gens qui sont pas syndiqués.
sais, je vais donner de la formation au secondaire dans les écoles, puis j'en ai donné encore ce printemps. Puis je fais ça bénévolement, mais je suis toujours impressionnée de voir, puis là on parle du secondaire 4 là, de voir des jeunes qui vont travailler chez des employeurs puis qui doivent payer leurs chaussures de sécurité, qui savent pas que leur employeur est obligé de leur payer. Fait qu'il y a encore des employeurs qui profitent de ces jeunes-là. Puis c'est incroyable, là. Fait qu'on est des acteurs sociaux, puis on doit voir aussi à ça parce que c'est nos jeunes, puis il faut qu'ils apprennent ça, puis malheureusement, ils apprennent pas ça dans le cours à l'école. Non, en général, non. C'est quoi les griefs les plus récurrents qui reviennent? C'est tellement différent. C'est des non-respects de conventions collectives la plupart du temps. C'est sûr qu'on va avoir comme le cas que j'ai eu, c'est un grief qui va même à l'encontre de la charte. Mais souvent, c'est des non-respects. Fait que l'employeur qui va pas respecter, mettons, le temps supplémentaire, l'ordre de rappel au travail, qui va pas respecter les horaires de travail, des choses comme ça. C'est souvent comme ça. Ça, il y en a encore là, quand même beaucoup là, des manquements à ce niveau-là. Oh oui, absolument. Surtout au privé, j'imagine. Non, parce que moi, je suis juste dans les villes. Fait que c'est pas... OK. Fait que niveau public. Puis justement, au niveau public, moi, c'est plus un secteur hospitalier que je connais bien. Mais est-ce que... C'est plate là, ce que je vais dire, là, mais tu sais, ceux que on voudrait qu'ils soient plus là. Tu sais, c'est quoi la limite où un syndicat peut défendre des personnes qu'au final, ils accomplissent? Comment on fait pour prouver qu'ils font pas leur travail, finalement? Ben, en fait, c'est pas le syndicat qui va faire ça, c'est le travail de l'employeur. Okay. Je veux dire, règle générale, habituellement, quand on embauche quelqu'un, la personne, elle a une probation qui peut durer jusqu'à 2 ans, dépendamment des endroits. Souvent, ce qui arrive malheureusement, c'est que le gestionnaire ou l'employeur fait pas son travail puis il évalue pas la personne. Puis quand ça fait 10-12 ans qu'il travaille là, ben il dit là, moi je pense que je suis tanné. Ben ça fonctionne pas comme ça. Ça c'est vrai, par exemple, les gestionnaires ils font pas leur évaluation des fois. Ben c'est ça. Puis si tu peux pas t'améliorer si tu sais pas non plus ce que tu fais pas de correct. Fait qu'à partir du moment où, moi je le dis tout le temps, des évaluations, c'est sain d'en avoir. Fait que si la personne elle a une évaluation une fois par année, par exemple, puis qu'elle sait qu'il y a des choses qu'elle doit améliorer, ben si elle les améliore pas, à un moment donné, elle peut avoir une fin d'emploi et le syndicat pourra pas la représenter parce que la personne, elle a eu les chances d'améliorer son comportement ou son travail. Mais ça part de là à la base. Fait qu'il y a une partie, le gestionnaire est responsable. Absolument. À ce moment-là, en gros, puis on sait que justement, tantôt on le disait, les systèmes, on dirait qu'il y a pas personne. Au final, ils poussent ça à quelqu'un d'autre, tu sais, l'évaluation, ce genre de trucs-là. Parce que, tu sais, il y en a eu plusieurs cas. Moi, j'ai une amie qui travaille... enseignant à la Maisonneuve, je pense, je me souviens plus trop, mais c'est ça, tu sais, elle avait un cas qui dormait toute la nuit, il travaillait pas pantoute, mais il était pas capable de le mettre dehors. Ça avait l'air compliqué. Fait que tu sais, c'est là que des fois, je dis, c'est où la limite jusqu'où on peut aller, mais en même temps, c'est le gestionnaire, comme tu dis, a jamais fait sa job de faire son évaluation, puis de lui nommer, puis de faire signer, hein, pas juste verbalement ajouter, rencontrer, pour telle affaire, parfait. Puis que là, à ce moment-là, ce que tu me confirmes, c'est que même s'il irait voir le syndicat, s'il a signé une rencontre comme quoi il a été avisé de faire telle chose, puis il le fait pas, ça sera pas défendable. Non, à moins que ça soit, tu sais, qu'il y ait un point, par exemple, je sais pas, je vais donner un exemple, la personne a des retards. On t'avise, puis là, on aimerait ça que ça change. Ben là, si la semaine d'après, la personne a un retard pour la mettre dehors, ben non, là. Il doit quand même avoir une gradation au niveau des sanctions aussi. Mais règle générale, là, quand on fait des plans d'évaluation, puis ça se fait de façon continue, on peut pas les défendre parce que la personne a eu la possibilité d'améliorer son rendement, là. C'est ça. Puis si la personne est pas capable de faire le travail, ben même des fois il y a des fins d'emploi qu'on dit administratives. Oui. Puis c'est pas parce que la personne elle
c'est pas une bonne personne, c'est juste que peut-être que physiquement, par exemple, elle est pas capable de faire le travail. Tu sais, si elle est embauchée puis le travail exige qu'elle doit lever 80 livres, oui, puis qu'elle est pas effectivement. capable de le lever, ben à un moment donné, c'est sûr si on n'est pas capable de trouver quelque chose pour adapter son poste de travail. Fait que ça, c'est possible, dans le fond. Fait que oui. quelqu'un qui, mettons, qui développe des limitations pour quelque chose qui est en dehors de son travail, à ce moment-là, il peut avoir une fin d'emploi administrative. Oui, mais habituellement, ce qu'on fait, quand ça arrive, c'est qu'on va regarder avec l'employeur si on peut l'accommoder. Est-ce qu'on peut trouver un autre emploi chez l'employeur sans que ça soit une contrainte excessive? Puis de dire, est-ce que tu as un autre emploi qui peut faire le travail? Parce qu'il faut pas oublier que si l'employeur a une personne qui est là depuis 25 ans, puis la personne travaille bien, mais que son travail comme tel, elle peut plus le faire, ben l'employeur, même souvent, il va être intéressé de oui, garder comme mentor, des fois, puis de son la mettre expertise. dans un autre travail parce qu'il sait que la personne, elle va bien le faire, là. Donc, puis ça, on en fait. Ça peut être un accident même. J'ai eu un cas, un accident de la route. La personne était plus capable de faire son travail de col bleu parce qu'elle a eu un gros accident, mais l'employeur voulait le garder à l'emploi, puis on lui a trouvé un autre emploi, puis il a travaillé là jusqu'à sa retraite, là. Fait que ça, c'est gagnant aussi pour l'employeur parce que la personne salariée va être reconnaissante aussi d'avoir cette possibilité-là, là. Oui, effectivement. Des fois, c'est des enjeux financiers, par contre, on ne peut pas nécessairement remettre à l'emploi une personne. Tu sais, moi, je travaille en CPE. Fait que des fois, on peut pas relocaliser l'employé dans une autre fonction parce qu'on n'a pas le budget pour créer un poste. Fait que ça devient un peu mais compliqué. L'avantage qu'on a dans les villes, je dirais, à part quand c'est des petites municipalités, tu sais, je vais prendre par exemple que ça soit la ville de Saint-Jean, Longueuil, peu importe, de dire qu'il y aura pas de poste qui va ouvrir dans les prochains mois. Tu sais, c'est quand même difficile là. Puis au niveau financier, on est beaucoup moins limité que les organismes privés, par exemple. Fait on va pas nécessairement créer un poste. Fait que parfois, la personne, elle peut attendre qu'il y ait quelque chose qui se rouvre. Tu sais, j'ai eu une brigadière qui a eu un accident, même au travail, puis elle était pas en mesure de reprendre son travail de brigadière, mais par contre, elle pouvait aller travailler à billetterie pour vendre des billets de spectacle. Fait qu'elle est allée parce qu'il y avait un poste de disponible. Donc, il y a toujours cette possibilité-là aussi. Fait qu'ils l'ont relocalisé. Puis si on revient, mettons, aux conventions de la façon qui sont faites, est-ce que, tu sais, je sais qu'à l'époque, parce qu'on se connaît, tu sais, dans la CFP, tu sais, il y avait eu justement l'Institut Philippe Pinel, tu sais, qui était en négociation. Tu sais, comment il évalue, puis là, c'est vraiment une question comme ça, peut-être tu pourras pas me répondre, mais comment il évalue la dangerosité? Tu sais, quand ils vont signer, tu sais, pourquoi cette prime-là plus qu'un autre, etc. Tu sais, comment, y a-tu des, un peu comme en rémunération, où est-ce qu'on va avoir, tu sais, des critères à remplir, tu sais, pour dire, OK, ça mérite tant, ça mérite ça. Ben c'est pas aussi simple, mais à la base, on a depuis que la loi sur l'équité salariale est sortie en 2001, on a quand même des plans d'évaluation qui nous permettent d'évaluer autant l'effort physique que l'effort intellectuel. C'est ça. Fait que ça nous permet de l'évaluer dans un même employeur. Okay. À l'intérieur du même employeur, on est capable de faire des comparatifs avec des emplois à prédominance masculine et des emplois à prédominance féminine, et ce, dans le but de reconnaître aussi tout ce qui est pas nécessairement visible. Parce que quand on voit, par exemple, quelqu'un qui va aller pelleter de l'asphalte, ben c'est facile, hein, il lève tant de poids, il est en chaleur, il est dehors, il est dans le trafic. Tout ça, c'est visible, ça se calcule bien. D'ailleurs, pourquoi ils sont toujours 3-4? Moi, c'est la question qui me... Ben ça, écoutez, vous m'emmènerez puis je vais vous montrer pourquoi ils sont 3-4 parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Quand on travaille, souvent, les gars, quand ils vont travailler, par exemple, sur une fuite d'aqueduc, ben malheureusement, ils doivent attendre que le gars il finisse de creuser. Pourquoi? Pour assurer la sécurité. Ils doivent mettre une cage parce que
au fil des années, la terre déboule, il y a eu des décès. Fait que là, aujourd'hui, ils sont tellement normés au niveau de la santé et sécurité qui n'ont pas le choix de fonctionner de cette façon-là. Mais fait que ça, on revient à l'intellectuel, dans le fond, c'est ça. C'est parce que je sais que c'est complexe, mais j'en parle parce que j'ai eu un débat, pas un débat, mais j'en ai discuté avec ma fille maintenant qui, à son tour, travaille là. Puis, tu sais, justement, la prime de dangerosité, au départ, là, finalement, ce que j'ai compris, c'est qu'ils ont gagné, mais étaient de l'autre bord, étaient dans la zone non sécurisée. Même s'ils étaient pas toujours sur le plancher, tu sais, normalement, elle fait face quand même. Tu sais, il y a des trucs comme ça. Puis comme tu dis, le côté intellectuel, on va se dire, travailler là, c'est juste être dans la bâtisse, ça demeure un élément stresseur. Mm-hmm. C'est pour la psychologie, c'est pas évident. Il y en a qui ils vont même pas à la première entrevue juste à cause du cadre des murs, tu sais. La façon que c'est fait. Mais c'est ça, tu sais, ils évaluent ça avec des baromètres spécifiques, dans le fond. Oui, c'est vraiment déterminé. La commission, à l'époque, il y avait ça la commission d'équité salariale, il y avait déterminé des critères, puis dans chaque critère, il y avait des sous-facteurs pour venir déterminer qu'est-ce qui pouvait s'appliquer. Fait que c'est sûr que s'il y a un critère qui s'appliquait pas du tout dans l'entreprise, dans aucun emploi, ben là, on le retire parce que pour cette entreprise-là, il est pas tenu en compte. Mais la difficulté qu'on a eue, je crois, c'est qu'à l'époque, les gens qui procédaient à ces évaluations-là, ils étaient pas sur le terrain. Fait que c'est sûr que de dire mais écoute, c'est comme de dire qu'un policier il peut se servir de son arme, on va dire mais ça fait partie des risques de son métier, tu sais. Fait que c'était un peu comme ça que c'était traité. Puis au fil des années, ce qu'on a fait, c'est qu'on a formé des membres qui travaillent là pour qu'ils fassent partie de ces comités-là. Donc, moi, quand j'évalue des emplois, je peux pas me mettre juste à la place du travailleur ou de la travailleuse puis dire non, ça on l'évaluera pas parce que ça il doit pas faire ça souvent ou non, on a vraiment un travailleur ou une travailleuse puis des fois souvent deux qui vont être assis sur le comité puis qui vont nous aider à bien comprendre l'emploi puis à bien l'évaluer. Fait que c'est vraiment ça qui nous permet d'année en année de bien évaluer les emplois à risque, les emplois qui ont du travail qui est méconnu, qui est complètement en arrière. Tu sais, je parlais du 911 tantôt, là, c'est complètement ça, là. Les policiers, c'est évident, sont sur le terrain, mais les autres qui sont au téléphone, tu vois pas tout ce qui se passe. Donc, tu sais, c'est de cette psychologiquement, c'est pas facile, là. Non. C'est pas tout le monde qui peut faire ça non plus, là. Parce qu'il faut que tu réussisses à garder ton calme, à garder le contact avec la personne. Non, c'est très, très difficile, là. C'est un autre type de manière, ça fait ça. Et puis, c'est ça. Je pense que c'est pas donné à tout le monde, là, de faire ce genre de travail-là. Puis qu'est-ce que tu penses? En fait, moi, je suis très peu informée sur toutes ces choses-là, mais la grève qu'il y a eu à Poste Canada en tant que représentante syndicale, est-ce que tu crois que c'est légitime, les demandes? En fait, je les connais pas, là. Je te dis ça parce que c'est pour l'intérêt public, tu sais, de savoir qu'est-ce qu'on ne sait pas au final. En fait, ça serait difficile de pouvoir te répondre complètement sur cette question-là parce que c'est pas ma centrale syndicale, puis c'est pas un de mes groupes, donc je peux pas te dire vraiment tout ce qui est en enjeu dans ce dossier-là. De ce qu'on voit au niveau des nouvelles et tout ça, s'ils sont rendus là, probablement parce qu'ils pensaient que c'était la seule façon d'ouvrir les dialogues. Est-ce que ça a fonctionné ou pas? Ça, seul le temps va le dire, malheureusement. Mais ils sont à rendus à un temps où ils doivent repenser la façon de faire le courrier, là. Puis ça, je pense que les travailleurs, les travailleuses le savent. Est-ce que le syndicat est rendu à cette étape-là? Est-ce que l'employeur est rendu là? Je peux pas le dire, mais chose est certaine, c'est qu'ils vont devoir s'asseoir puis trouver des solutions s'ils veulent pas en arriver à ce que ça ferme complètement, là. C'est ça, hein? Parce j'ai l'impression que c'est un point tournant, là. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. Ça, c'est comme de dire qu'il y a une entreprise qui est sur le bord de la faillite, puis on dit on tient notre bout, puis on veut pas perdre nos emplois puis tout ça. C'est bien beau.
Mais à un moment donné, perdre, c'est ça. ben oui. Alors, faut trouver des solutions. Fait qu'il faut trouver, est-ce que une des solutions, tu sais, il y a plusieurs années, là, peut-être des années, fin des années 90, là, il y avait eu une grève avec les infirmières, là. C'était la même chose. Ils ont fait quoi, le gouvernement? Ils ont offert, peut-être un peu trop, mais ils ont offert des retraites oui, les retraites anticipées, Ben puis après oui. ça, on va aller les rechercher. C'est ça, parce qu'ils en ont peut-être un peu trop Ouais, accordé, exact. mais c'était une des possibilités qui ont amené. Ouais. C'est comme ça quand il y a une entreprise qui a des difficultés financières. Effectivement. Post Canada, on peut dire ils en ont pas, ils ont des actifs. C'est ça, on dirait que c'est pas clair. Hein? Ben non, c'est ça. Puis tu sais, c'est comme tout, hein, il y a toujours des choses cachées. Non, hein. c'est ça. Ben, c'est comme l'organisme, hein, Oui, tu vois. exactement. Ça, je trouve ça un peu plate parce que c'est à la limite de l'exploitation, là, surtout pour ce type de personnes-là qui ont quand même besoin d'être soutenues puis guidées un peu, tu sais. Oui, mais en même temps, comme la responsable de l'organisme, elle m'avait dit, puis il y a même ça quand ça avait sorti dans les journaux, c'est de dire mais si on n'accepte pas ça, ces gens-là, ils travaillent pas. Ah, ouais. Fait que tu sais, à un moment donné, t'essayes de peser la balance des probabilités, puis tu sais, je pense pas qu'ils sont allés de mauvaise foi parce que je comprends. ces gens-là qui travaillent, c'est tellement valorisant. C'est ça, j'allais pour dire, eux ils se autres. réalisent en même Oui, temps, hein, tant qu'à ne exactement. rien Fait que faire du tout, là. Oui, c'est... il y a le salaire, mais c'est pas que ouais, ça. non, là. c'est souvent un poids très important parce qu'il y en a beaucoup qui gaspillent pas beaucoup. Il y en a qui n'ont pas la notion aussi. Non, c'est ça, mais ils gaspillent pas tant, justement. Ouais, c'est ça. Fait que toi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le reste? Ben encore des belles années, des beaux défis, parce que pour moi, à chaque Ouais. fois, c'est un beau défi. Moi, quand j'arrive à une place, puis on me dit, on va aller se battre, non. On s'entend au moins sur une chose, c'est qu'on a des divergences d'opinion sur un sujet. Puis là, il faut essayer de s'asseoir puis de trouver des Ouais. solutions. Trouver une entente. Ben là, j'ai vu que tu avais eu, dans le fond, signé pour la ville de Oui, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Saint-Jean, Col-Blanc, Ça a Col-Bleu, bien ça fait 2 été. semaines. Ouais, Oui. c'est ça. Fait Oui. que, ouais, j'ai même entendu des échos après que tu m'en avais parlé. Oui. Oui. Ça a l'air que ça a bien été fait. Oui. C'est ce qu'on m'a dit. Oui. Ben ça en est un exemple de trouver des solutions Ouais. parce qu'on a des travailleurs qui voulaient travailler sur du 4 jours semaine, là, où tout est appelé à changer dans les Ben, ça prochaines aussi. années, là. Ben, ça aussi, absolument. Puis l'employeur, lui, il dit, ben, moi, je veux bien, mais ça me prend du monde de fin de semaine. Fait que, présentement, la convention, elle permettait pas d'avoir des postes de fin de semaine. OK. Donc, moi, je suis prête à donner un peu de lousse, de faire en sorte que les gens travaillent sur du 4 jours, mais il faut que tu me permettes d'ouvrir des postes de fin de semaine, puis pas à temps et demi, puis à temps double, là, sur des horaires réguliers. Fait qu'on c'en est un exemple où on a travaillé, puis on a trouvé une solution, puis on le fait de cette façon-là. Fait qu'on a créé des nouveaux emplois, des gens qui vont vouloir travailler de fin de semaine. Puis d'un autre côté, ben, on assure un service qui est supérieur aussi à la population parce que actuellement, on avait une fuite d'aqueduc de fin de semaine, tout est en temps supplémentaire. Fait que, puis s'il arrive que malheureusement, on n'a pas de gens qui acceptent de rentrer, ben on met des barricades tout le tour du trou, puis ouais. ça peut avoir des conséquences aussi là par la suite. Là. Exactement. Fait que ça- c'est une belle économie au final. Oui, exactement. Parce que probablement aussi vous allez avoir des travailleurs peut-être un peu plus jeunes, des emplois étudiants à travers, des stages, peu importe, là, je sais pas, mais Oui. tu sais, il y a quand même une économie. Mais des étudiants, mais qui vont avoir le même salaire que les employés Oui, c'est vrai. Col-Bleu. Très important parce qu'on a encore des villes qu'on a Oui. à faire beaucoup de Oui, formation là-dessus. Oui, j'imagine. Oui, c'est vrai. Mais À tu vois, travail ben, ouais. égal, salaire égal. Exactement. Oui. Hey, un grand merci, Marie-Claude. merci. Merci beaucoup pour toutes ces précisions-là parce que souvent, je pense que je sais que les gens, ils connaissent pas bien des fois c'est quoi exactement puis pourquoi c'est encore là puis surtout quand ils payent, hein? Quand ils voient la déduction sur leur salaire, on paye pourquoi ça? Ben là, je pense que ce soir, on a éclairé un petit peu le pourquoi qu'on paye ça sur les payes. Fait qu'avant qu'on se quitte, Oui, on va te faire piger question. l'unique question. Une question. Oh, ton animal totem après une soirée bien arrosée, ce serait quoi? Eh, mon doux. Moi, d'après moi,
comment ça s'appelait? L'air de glace, là, tu sais, Oui, le oui. petit bonhomme. Oui, là, qui saute le tout dealer temps, de petite écureuil, là. Ah oui, moi, c'est ça, je suis comme ça, à jeun, avec un verre. Je me réveille à 3 heures de la nuit, puis je suis comme ça. Fait que même avec un verre, c'est sûr que je suis comme ça. Ah, c'est excellent. Oh, wow. Hey, merci beaucoup. Merci d'avoir participé à notre podcast. Merci Manon, merci tout le monde. Donc, pour les gens présents, on va passer à la période de questions. Merci beaucoup.